Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la France défaite et occupée. On va voir aujourd'hui l'année 1940 qui marque l'effondrement du régime républicain français face à l'Allemagne nazie. Alors tout d'abord, un rappel. En 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni et la France sont alliés. Ils sont alliés comme grands défenseurs de la démocratie face à la montée des fascismes et notamment l'expansionnisme, l'impérialisme nazi. Les Allemands sont alliés avec les Soviétiques. Cette alliance contre nature qu'on appelle le pacte germano-soviétique est une alliance défensive. Il s'agit d'éviter pour les nazis d'avoir à faire la guerre à l'ouest et à l'est. Et pour les soviétiques, il s'agit de gagner du temps. Ils ont convenu dans ce pacte germano-soviétique de se partager la Pologne, puisqu'il était prévu que Hitler envahisse la Pologne. Il a dit à Staline, je prends la partie ouest, tu prendras la partie est. C'est ce qui était convenu et ce qui se fera. C'est ce qui se fera le 1er septembre 1939, lorsque les Allemands envahissent par surprise la Pologne. Et là, Français et Anglais qui avaient cédé à toutes les exigences d'Hitler jusqu'ici, Français et Anglais qui sont allés au bout du déshonneur en trahissant leurs alliés, notamment tchèques, souvenez-vous des accords de Munich, et bien cette fois, ils ne reculent pas, ils déclarent la guerre à l'Allemagne, et le 3 septembre, la Seconde Guerre mondiale commence. Alors, quelle était la stratégie française? Eh bien, la stratégie française, c'est la stratégie d'un pays qui est marqué par les hécatombes, c'est-à-dire par les morts de masse de 1914-1918. La France a gagné la Première Guerre mondiale, mais elle a été incroyablement meurtrie. 1 400 000 Français sont morts. Toute la partie nord et la partie est du pays a été rasée. Le pays est traumatisé par cette guerre. Et rappelez-vous, le pacifisme est généralisé. Les Français savent qu'il faudra refaire sans doute la guerre, mais ils veulent une guerre qui ne soit plus celle de 14-18. C'est pour ça qu'au début des années 30, ils ont construit la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est un système défensif qui est là pour protéger la France en cas d'attaque allemande. L'idée est simple, ne pas revivre les hécatombes et les horreurs de la violence qui s'est déchaînée sur l'armée française, sur les armées en 14-18. Alors voyons à quoi ça pouvait ressembler. La France, sans ambition et sans haine, est essentiellement pacifique. Mais l'expérience du passé et les menaces d'une invasion brusquée l'ont obligé à organiser sa défense. En janvier 1930, le ministre de la Guerre, Maginot, fait voter les crédits nécessaires à la fortification de la frontière. Les forteresses se dissimulent dans les profondeurs du sol, d'où émergent les coupoles des casemates blindées qui laissent passer les tubes de leurs canons. En avant se dressent des réseaux de barbelés, des rails anti-chars. Ce sont les seuls signes extérieurs qui peuvent déceler l'existence des ouvrages fortifiés. Nouvelle stratégie de la guerre moderne. Les forts sont invisibles, contrastant avec ceux d'autrefois qui, conservant la tradition des châteaux du Moyen-Âge, dominaient les hauteurs de leur masse imposante. Les troupes quittent les baraquements où en temps normal elles sont casernées et pénètrent dans l'ouvrage par une entrée dissimulée. Protégées par une armature de béton et d'acier, les forteresses, dont les ouvrages s'enfoncent profondément dans le sol, sont invulnérables à toute agression. C'est une véritable ville souterraine, à la fois un arsenal, une usine et une caserne. Des cuisines. Des réfectoires. Des lavabos y ont été installés avec tout le confort moderne. Une centrale électrique fournit l'éclairage, la force et le chauffage. Une puissante machinerie qui au loin va puiser l'air frais par l'intermédiaire d'une canalisation camouflée permet de lutter, avec l'aide de systèmes compresseurs, contre les gaz toxiques. Au poste de commandement, les officiers reçoivent les renseignements par téléphone des observateurs qui se trouvent dans les abris bétonnés et transmettent immédiatement les ordres de tir au blockhaus. L'alerte est donnée. Dans les dortoirs, où l'on est assuré d'un repos absolu, quelle que soit la violence des bombardements, les hommes déjà debout s'équipent. Des différents postes arrivent les ordres qui sont transmis par l'intermédiaire de centraux téléphoniques. Un train électrique qui sert également au transport des vivres et des munitions conduit les troupes jusqu'aux ascenseurs par lesquels ils gagneront les organes de tir.
et chaque homme occupe bientôt son poste. Dans des coupoles pareilles à celles des grands navires de bataille, des pièces à longue portée entrent en action, en même temps que d'autres canons braqués à de moindres profondeurs et maniés par des servants rigoureusement entraînés. Les tirs combinés de ces pièces avec celui des mitrailleuses opposent un front de feu ininterrompu à l'avance de l'ennemi. À l'intérieur de la forteresse, les munitions quittent les soutes et gagnent par trolley les monts de charge qui desservent les postes de combat. Par la complexité de son armement et de ses installations mécaniques et électriques, le service des ouvrages de la ligne Maginot est en tout point comparable à celui d'un navire de guerre. La garnison, spécialement constituée pour servir dans ces forts, est composée de plus de 200 000 soldats, pour la plupart de véritables techniciens. De la Suisse à Dunkerque, sur une longueur de 965 km, des hommes veillent. Derrière la ligne Maginot, forteresse invulnérable, l'armée française reste l'une des plus belles, l'une des plus puissantes. Ainsi, la France, confiante en sa force, peut-elle espérer en la paix. Mais l'heure n'est plus à la paix, l'heure est à la guerre, et cette guerre qui commence, on va l'appeler la drôle de guerre. Pourquoi? Parce que à partir de septembre 39 jusqu'à mai 40, d'accord, pendant les 9 mois qui séparent le déclenchement de la guerre et le début d'attaque allemande, les Français vont attendre. Ils attendent où? Derrière la ligne Maginot, ils attendent que les Allemands attaquent. Et pendant ce temps-là, écoutez, il faut s'occuper. Donc vous voyez ces photos qui ont illustré un peu l'absurdité de l'époque, où les Français étaient en guerre, mais on ne tirait pas de coup de feu, pendant qu'Hitler réorganisait son armée, continuait à se réarmer et à développer de nouveaux armements, en attendant d'attaquer la France. Alors, l'attaque, elle va avoir lieu le 10 mai 1940, lorsque Hitler va envahir par surprise la Hollande, qui était neutre, alors qui était neutre, qui voulait être neutre, hein, évidemment. C'est-à-dire ne pas prendre part au conflit, et les Allemands vont envahir la Hollande pour foncer sur la Belgique. Ainsi, ils contournent la ligne Maginot. Alors vous voyez cette invasion allemande qui passe par la Hollande et qui rentre en Belgique. Alors vous avez là les troupes françaises et anglaises. N'oubliez pas que vous avez des soldats anglais qui combattent sur le sol français aux côtés de l'armée française. Donc on se bat sur la ligne Maginot et en Belgique. Et tout de suite, les troupes françaises vont massivement monter pour arrêter l'invasion allemande en Belgique. Alors ce qu'il faut que vous reteniez sur cette carte, c'est cette petite zone verte là, qu'on appelle les Ardennes. Les Ardennes belges, c'est un massif montagneux avec de la forêt assez dense. Donc c'est une zone qui était naturellement très difficile à franchir. Pas de route moderne, des chemins forestiers. Ça avait la réputation d'être une forteresse naturelle, en fait une défense naturelle, et qu'aucune armée moderne ne pourrait franchir. Vous vous en doutez, les Allemands vont la franchir grâce à leurs tanks, et donc coupant à travers les Ardennes, ils vont couper l'armée française en deux, puisque vous avez une partie de l'armée française à l'est, et ils vont encercler toute l'armée française, les troupes d'élite, les meilleures troupes franco-anglaises qui étaient en Belgique, se retrouvent encerclées. Une armée qui est encerclée, elle est coupée de ses bases arrière, elle est condamnée. Une armée encerclée ne peut se défendre que très peu de temps, elle n'a plus de ravitaillement, elle risque d'être écrasée. Donc que font immédiatement les Français? Et les Anglais, ils se replient ici, à Dunkerque. Et ceux qui n'ont pas réussi à se replier à temps sont arrêtés par les Allemands et vont être emmenés en camp de prisonniers en Allemagne, ce qu'on appelle les Stalags. Il y aura plus de 2 millions de prisonniers français qui passeront la guerre dans les camps allemands. Ceux qui sont sur les plages de Dunkerque, vous les voyez ici, c'est ce qu'on appelle la poche de Dunkerque. Ils vont être rapatriés de toute urgence et dans des conditions absolument incroyables par la flotte anglaise, qui va réussir une opération de sauvetage colossale. Donc vous voyez, percée des Ardennes, poche de Dunkerque ici, écrasement, littéralement capture, écrasement de l'armée française en 6 semaines. C'est la débâcle. La débâcle, c'est vraiment la défaite en rase campagne. Le reste du pays est alors ouvert à l'armée allemande qui va l'envahir et qui va foncer dessus. Vous pourrez regarder les dates. Tous les jours, les Allemands font des centaines de kilomètres. Le pays, il reste des soldats, mais aucune armée organisée. Le gros des troupes est soit en Angleterre, soit a été capturé ou est écrasé. Et les Allemands envahissent ce territoire. C'est l'écrasement de l'armée française. Les civils fuient. Des millions et des millions de civils fuient face à l'armée allemande. Ils seront mitraillés. Ils seront évidemment victimes d'exactions.
la terreur s'empare de la population. Et le 17 juin, le gouvernement démissionne, on nomme le maréchal Pétain, président du Conseil, donc chef du gouvernement, et il va demander l'armistice. Il fait une demande d'armistice, et il dit, il faut arrêter les combats, on a perdu. L'armistice, il va être signé 5 jours plus tard, le 22 juin. Et où est-ce qu'il va être signé? Eh bien dans ce wagon à Rotonde, dans la clairière de Rotonde, là même où les Allemands avaient signé leur défaite en 1918, le 11 novembre 1918. Eh bien là, les Allemands ont exigé que les Français viennent signer leur défaite dans ce wagon. La France a été envahie dans sa partie nord. Très rapidement, les Allemands vont envahir toute la côte atlantique. Le pays va être coupé en deux. Tout le nord sera occupé jusqu'en 1942. Donc commence la période qu'on appelle l'occupation. Pétain va être nommé chef du gouvernement et chef de l'État français. Il sera ici à Vichy, on en parlera plus tard. Et donc c'est la débâcle et l'écrasement militaire. En à peine 8 semaines, 6 à 8 semaines, l'armée française, qui était considérée comme la première armée du monde, celle qui avait gagné la Première Guerre mondiale, cette armée est écrasée par l'armée allemande. L'Angleterre reste dans la lutte, les Anglais sont repliés sur leur île. Et donc commence la période de l'occupation. Alors je vous laisse noter cette trace écrite qui résume tout ce que j'ai dit, et je vous remercie de votre attention.